maintenant, on va aborder le financement de la BITD lors de la deuxième table ronde. Et pour modérer cette table ronde, j'appelle Jeanne Tricot. Jeanne est directrice en charge de l'industrie de défense au sein de l'Institut national des affaires stratégiques et politiques. Elle est diplômée de Sciences Po et du Master X HEC Entrepreneur. Après un parcours comme officier dans l'armée de terre, Jeanne a rejoint le secteur privé dans l'industrie, puis dans le financement d'entreprises de défense et désormais dans une scale-up spécialisée dans le traitement du big data. Je vous laisse la parole pour 35 minutes, Jeanne. Merci beaucoup, monsieur l'Empereur. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, en vos grades et qualités, avant même de répondre à la première partie de cette question sur cette table ronde que j'ai l'honneur de modérer, qui financera quelles innovations de défense, et donc cette première partie, qui financera, il est nécessaire de s'arrêter sur la seconde partie, quelles innovations de défense. Des systèmes autonomes au calcul quantique, en passant par l'intelligence artificielle et l'hypervélocité, les innovations de défense se caractérisent par leur pluralité. En effet, elles peuvent être incrémentales, radicales, disruptives ou adjacentes, déployées en état-major ou sur le terrain, en conflit conventionnel, asymétrique ou hybride. Elles peuvent encore être développées par les grands groupes de notre BITD, comme par des jeunes start-up comme Alta Ares aujourd'hui présentes. Mais quelques similitudes les rapprochent cependant. D'une part, la forte complexité technologique des systèmes d'armes que ces innovations permettent de faire évoluer. Et d'autre part, conséquence du point précédent, les forts niveaux d'investissement que ces innovations nécessitent. C'est donc dans cette perspective que nous allons échanger avec nos trois brillants intervenants sur cette table ronde qui s'intitule donc « Qui financera quelles innovations de défense ?» J'appelle donc pour cela nos trois brillants intervenants. Tout d'abord, monsieur, vous êtes le cofondateur et directeur général de Souftech Invest, plateforme de financement participatif des entreprises de la BITD et celles qui participent de façon plus générale à notre souveraineté, monsieur Pierre-Élie Frossard. Monsieur, vous êtes le cofondateur d'Allstrat, conseil et partenaire de New Alpha Asset Management, société de private equity pour les entreprises de défense et de la BITD. Monsieur Régnier Brunet-Guilly. Enfin, monsieur, vous êtes le président du cluster Eden, association professionnelle rassemblant les PME et ETI françaises de la défense et permettant de mutualiser leurs compétences industrielles et d'innovation par le partage d'informations au sein de groupes de travail, mais également de représentation de ces PME auprès d'instances nationales et internationales, publiques et privées. Monsieur Thierry Régon. Bien, messieurs, c'est un honneur de modérer cette table ronde. Alors peut-être pour débuter sur un sujet qui concerne de façon assez générale les PME et ETI de la défense, je me tourne vers vous, monsieur Régon. Les PME de défense en France souffrent d'une trésorerie fragile, de faibles marges, d'un fort endettement et d'une pénurie de main-d'œuvre. Quelles solutions pour les solidifier ? Est-ce la consolidation autour des ETI, la fusion ou l'intégration verticale ou horizontale de ces PME ? Alors, c'est un vaste sujet. Tout d'abord, pour bien recadrer, il faut savoir pourquoi les entreprises de la BITD souffrent. Or, la BITD, c'est 4000 à 4500 entreprises en fonction de ce qu'on compte. Et c'est des entreprises qui sont très petites. La taille moyenne de ces entreprises, si on compte les start-up, c'est une taille de 5 millions d'euros pour 12 à 15 salariés. Face aux enjeux des marchés de défense, c'est juste ridicule. Face à ça, c'est des entreprises qui sont très innovantes et qui, la plupart du temps, ont l'obligation de financer elles-mêmes leurs innovations. Ce qui fait qu'elles se sont endettées. Elles se sont endettées avant la crise Covid. 2019, c'est des entreprises qui sont arrivées avec un endettement important. Elles n'ont eu d'autre choix que de souscrire à des PGE à la suite, effectivement, de la crise Covid.
Et comme c'est des entreprises qui sont assez prévoyantes et avec un sens de l'honneur assez élevé, elles ont mis un point d'honneur à rembourser systématiquement les PGE, sans solliciter de conciliation pour la plupart. Le taux de défaillance des entreprises d'HBITD au titre des PGE est inférieur à 2%. La moyenne, alors, faible défaillance au global, mais la moyenne 7%. Ce qui fait que ces entreprises ont absolument épuisé leur capacité de financement. Alors évidemment, leur capacité de financement court terme, donc financement du besoin en fonds de roulement, mais également leur capacité de financement, bien sûr, du R&D, du développement et du passage à l'échelle. Donc on est quand même face à une difficulté quand même majeure, avec des entreprises qui ont des vraies compétences, des savoir-faire, des technologies, mais qui se retrouvent en fort danger. Et la problématique, c'est de savoir comment sortir de cette situation. Sortir de cette situation, c'est changer de taille. Changer de taille, il y a deux enjeux majeurs. C'est trouver les financements adéquats. Alors, trouver les financements adéquats, ça peut être du financement endettement, mais qui va être un peu compliqué, compte tenu de leur état de surendettement, et potentiellement un financement en haut de bilan. Et jusqu'à une période récente, et je dirais l'avènement de la guerre en Ukraine et l'élection de Trump, on ne se posait pas trop de questions en matière de défense. C'est-à-dire qu'en fait, les entreprises étaient dans une situation avec un trend normal, avec assez peu d'enjeux et surtout pas de problématique de passage à l'échelle. Là, il faut passer à l'échelle. Donc, au-delà même du financement court terme, il faut être capable d'évoluer. Donc, la seule façon d'agir, c'est de grossir. L'autre, est avec des problématiques complexes, et des problématiques complexes qui tiennent essentiellement aussi dans l'approche des différents dirigeants d'entreprise. On a certains champions qui ont anticipé, qui sont allés très très vite, et d'autres entreprises qui ont du mal à admettre effectivement l'entrée au capital d'investisseurs, à admettre la dilution, et qui ont négligé des choses assez importantes. Malheureusement, c'est le cas, et nous on le constate, et on trouve des remédiations à ça, qui ont négligé la protection, notamment de leur savoir-faire, notamment par voie de brevet, ce qui pose des vrais problèmes de valorisation. Donc en fait, l'enjeu actuel, c'est un enjeu de financement. Et jusqu'à une période assez récente, on pourrait presque citer la date du 20 mars dernier, fameuse réunion initiée par Bercy avec les principaux investisseurs et financeurs. Mais je pense que c'était un véritable déclenchement. Nous, on l'a vu, avec effectivement une prise en considération du marché que représente la BITD pour les établissements financiers. Mais l'enjeu est complexe, compte tenu de la situation réelle de ces entreprises, mais à ne pas négliger, compte tenu effectivement de leur savoir-faire extrêmement technique et parfois un savoir-faire unique. Merci pour cette réponse. Vous parliez de l'enjeu du financement. Justement, en France, historiquement, le financement de la défense est une affaire d'État, du secteur public. Mais on observe depuis quelques années un recours croissant à l'externalisation, aux technologies duales et donc au secteur privé. Monsieur Pierre-Élie Frossard, peut-être comment le recours au secteur privé se manifeste-t-il en matière de financement ? Merci de cette question. Alors juste un point important de bien recadrer qui sont les acteurs du financement, quelles sont les typologies de financement. Thierry a commencé à en parler, mais je pense que c'est important pour tout le monde de bien recadrer. Quand on parle de financement public de la défense, la première chose dont on parle, c'est du budget des forces armées, de la fameuse LPM, les 413 milliards sur 5 ans. Et donc ça, c'est un budget de commande, un budget de salaire, de paiement donc du ministère des Forces armées vers les industriels. Mais finalement, derrière, les entreprises, une fois qu'elles ont reçu des commandes, elles doivent les produire. Et là, elles doivent investir, acheter des machines, embaucher des salariés. Et c'est cette partie-là, en fait, qui concerne beaucoup plus le sujet d'aujourd'hui, qui est du financement de ces entreprises-là. Donc comment est-ce que ces entreprises se financent ? 3 manières. Je passe un petit coup quand même par les subventions, puisqu'on a une thématique d'innovation. Les subventions, c'est aussi une partie importante du financement de l'innovation. La dette, qu'elle soit une dette fournie par des banques ou par des fonds spécialisés. Et enfin, les fonds propres. Sur ces 3 thématiques, vous pouvez avoir des acteurs qui soient publics ou privés. Et dans le secteur de la défense, les acteurs publics sont omniprésents, avec différents niveaux d'efficacité.
Au niveau de la subvention, on a donc tous les mécaniques de subvention qui peuvent exister, mais je voulais faire le point sur des dispositifs qui sont parfois peu connus ou très décriés, mais qui prennent une ampleur extrêmement importante dans le financement de la défense, c'est les mécaniques européennes. L'Union européenne a mis en place des mécaniques de financement de l'innovation hyper efficaces. Alors, on a souvent, en tant que vieux Gaulois grincheux, l'idée de décrier la bureaucratie bruxelloise. Pour ceux qui savent se débrouiller dans ces administrations, il y a des choses extrêmement intéressantes à faire. Donc, par exemple, on travaille avec une société, 15 personnes, innovantes, secteur défense, qui va toucher de l'UE 8 millions d'euros, alors que le chiffre d'affaires, c'est à peu près 1 million d'euros, 8 millions d'euros de subventions pour développer un drone de surface à foil innovant avec un consortium européen et construire un prototype. Et ça, c'est l'Union européenne qui le finance en subvention. Donc, bien garder en tête que l'UE peut être aussi qui devient un acteur aussi de la subvention et de l'innovation qui est très important, public. Et enfin, les fonds propres. Donc, les investisseurs publics en fonds propres dans la défense, il y en a qui existent. On connaît, les noms sont souvent redonnés, DefInvest, Fonds Innovation de Défense. DefInvest, ce qu'il faut voir, c'est que c'est une élite. C'est vraiment, donc là, c'est la DGA, Direction Générale de l'Armement, qui va décider si vous êtes une pépite technologique. Et là, quelque part, vous n'avez plus de soucis, on vous prend sous le bras et l'État va directement investir chez vous. C'est très, très rare, très, très peu d'élus. Très souvent, en co-investissement, vous allez avoir les gros industriels de la défense qui vont venir sur ces entreprises-là. Fonds Innovation de Défense, gérés par BPI et la DGA, des entreprises duales, et puis des fonds, d'autres fonds BPI, les fonds régionaux qui peuvent aussi beaucoup aider. Donc là, on vient de faire tout un pan qui a beaucoup œuvré, notamment pour la reprise de la production qui est nécessaire, et puis maintenant les fonds privés. Donc la particularité, c'est que finalement, les fonds privés, donc il y a la date du 20 mars où énormément de fonds privés s'intéressent, ont compris l'intérêt ou l'ambition, ou au moins l'ont exprimé, d'investir dans la défense. Finalement, avant, ils n'étaient pas là parce qu'il n'y avait pas de besoin non plus. 20 ans, 30 ans de temps de paix, au moins en France, sur le territoire français, ont fait que, et de budget en décroissance, ont fait que les entreprises, en fonds propres, finalement, c'était un secteur qu'on ne connaissait pas, sur lesquels il n'y avait pas de besoin, et donc il était tout à fait normal que les fonds ne soient pas existants. Donc effectivement, sauf, et bien sûr, quelques-uns, et il y avait quelques acteurs, et d'autres acteurs étaient déjà là avant, mais disons, la plus grande place, sur la place, il y a eu un vrai regain à ce niveau-là. Juste pour terminer le propos, donc, ces fonds privés, aujourd'hui, s'intéressent au secteur de la défense. Et à mon sens, ils ont exprimé donc, le 20 mars un vrai engouement, une vraie envie de défense. Et il y a un vrai momentum aujourd'hui, à mon sens, pour les entreprises du secteur, de sortir de leur culture du secret qui, effectivement, a du sens quand on parle de technologie, de savoir-faire, mais qui doit cesser quelque part quand il s'agit d'aller chercher des investisseurs à qui il faut expliquer son activité. Donc aujourd'hui, à mon sens, le financement privé de la défense va nécessiter la rencontre de deux mondes qui ne se connaissent pas, qui sont le monde de l'investissement et de la finance vers l'industrie, et en particulier l'industrie de défense, et les acteurs, les entreprises du secteur de la défense qui doivent s'intéresser, comprendre, aller chercher des investisseurs, expliquer, devenir sexy, entre guillemets, pour attirer ces investisseurs privés. Et là, il y a eu le 20 mars, on est début septembre, il y a tout à faire. Tout est à construire. Bien sûr, merci. Vous parliez donc des fonds d'investissement. Peut-être une question pour vous, Régnier, puisque vous représentez un fonds d'investissement. On le sait, les risques propres à ces jeunes sociétés qui portent l'innovation sont déjà scrutés par les banques, les assureurs, les fonds qui sont parfois réticents à investir. Mais encore plus avec ces critères ESG, tout ce qui est du domaine de la RSE, qui, sur le domaine de la défense, qui est encore perçu comme un secteur sale. Malgré ce colloque, ce grand congrès qui a eu lieu le 20 mars,
Comment on peut faire pour améliorer cette situation? Comment on peut faire pour que ces PME, ces entreprises de défense, accèdent à des financements en dépit de cette image du secteur de la défense? Alors, je pense qu'il ne faut pas forcément vouloir aller trop vite, pardon. Le 20 mars, c'était il y a à peine 6 mois, et les choses changent à une vitesse assez phénoménale. Et aujourd'hui, quand on prend la question de la RSE, donc on est au contact des investisseurs, des grands investisseurs qui investissent dans les fonds. Derrière, aujourd'hui, les questions de RSE, de ESG sont en train de sauter les unes après les autres. Et donc là, ça y est, c'est en cours, c'est en train de se faire. Mais il a fallu en effet le 20 mars pour pouvoir, évoluer en la matière. Nous, pour vous donner un petit peu de background par rapport à nous, donc New Alpha est une société qui appartient au groupe La Française, qui appartient elle-même au groupe Crédit Mutuel. La politique groupe par rapport au sujet défense a été revue le 25 mars. Voilà. Donc directement dans la foulée, ça a été engagé. Et donc c'est en train de se faire. On a vu aussi Crédit Mutuel Arkea, en tout cas, qui a lancé une initiative avec BPI, pas plus tard qu'hier. Et donc les choses bougent à une vitesse assez phénoménale, c'est bien. On pourrait à chaque fois se plaindre en disant que ça va pas assez vite. Oui, en effet, après ça dépend de vite par rapport à quoi. Mais en tout cas, ça bouge dans le bon sens du terme. Ensuite, sur le sujet RSE, je tiens à dire quand même que souvent les choses arrivent parce qu'il y a un contexte, une raison. La question de défense était quand même très marginale. Ça représentait environ 1% du PIB à l'échelle française. Et beaucoup d'investisseurs n'avaient pas forcément la compétence pour aller probablement investir, comprendre les business models. La particularité est que c'est quand même assez complexe à chaque fois entre la défense. Les gens qui le font, c'est parce qu'il y a un vrai intérêt, en tout cas derrière. Et après, il y a quelques-uns qui se sont lancés en la matière et qu'il faut aussi saluer. Tikeo avec en tout cas la partie aérodéfense qui est rentrée dans la défense, mais grâce à la partie aéro qui se regroupe assez bien sur la supply chain en tout cas de ces segments-là. Et la partie aussi évidemment, Wimber, qui s'est lancée il y a environ 2 ans. Et je pense qu'il faut les saluer. C'est comment dire, on n'est pas là nous pour dire il y a des bons et des méchants, mais en tout cas, ils se sont lancés parfois quand c'était pas forcément facile, ils ont le courage de le faire. Et aujourd'hui, ils sont en train d'accélérer en la matière. Merci beaucoup. Une autre question peut-être assez centrale sur le financement de ces entreprises de défense. En France, on a des mécanismes qui sont souvent longs et complexes pour avoir accès au financement public. Comment éviter, peut-être pour vous aussi, Monsieur Régon, le passage vers les sources de financement étrangers, le passage sous pavillon étranger pour des entreprises de défense qui ont besoin de financement, mais qui finalement n'y accèdent pas forcément aussi rapidement qu'il le faudrait en dépit de leurs besoins d'évolution rapide en matière d'innovation. Et je pense par exemple à des entreprises comme LMB Aerospace ou Figeac Aero qui récemment ont été tentées de ce passage sous pavillon étranger. C'est une vraie problématique parce qu'on a une problématique de temporalité face effectivement aux efforts de R&D qu'on doit tous faire et face au financement du BFR qui est encore une temporalité encore beaucoup plus courte. Et effectivement, les choses bougent vite, mais pas forcément assez vite pour un certain nombre d'entreprises. Et on a quand même un certain nombre d'entreprises de défense, c'est un certain nombre de membres du cluster Eden qui sont allés voir ailleurs, c'est-à-dire qu'ils sont allés voir des financements étrangers, notamment américains, ce qui peut poser quand même un certain nombre de problèmes. Un problème effectivement de souveraineté, un problème de choix stratégique pour ces entreprises, et avec malheureusement un défaut de réel contrôle des financements, enfin des investissements étrangers en France. Ce contrôle existe, mais ce contrôle, il est fait pour les entreprises les plus emblématiques, les plus visibles, les plus identifiées. On a quand même beaucoup d'entreprises, alors vous étiez des entreprises quand même très identifiées, donc là, bon, elles sont quand même dans le scope. On a quand même des entreprises un peu moins identifiées, mais extrêmement sensibles. Les informations remontent parfois de la DRSD ou de la DGSI, mais pas suffisamment vite, de telle sorte que le contrôle est défaillant. Et on a un certain nombre de cas, voire même des cas où le contrôle est rattrapé quasiment in extremis, ce qui fait que ça met en danger ces entreprises. Donc en fait, il y a un défaut d'anticipation globale de ces risques d'investissement étranger en France. Alors de gros efforts sont à faire. Au sein du cluster Eden, on attire évidemment l'attention sur ces problématiques-là. La problématique, c'est que parfois, les
temporalité, elles sont quasiment existentielles pour un certain nombre d'entreprises. Donc la difficulté est de trouver des subsides à très court terme. Et c'est là où est effectivement tout l'enjeu de ces entreprises qui, pour la plupart, sont extrêmement performantes du point de vue technique. Pierre-Élie Frossard, vous représentez Souftech Invest, donc plateforme de financement participatif dans les entreprises de la défense et de la BITD. On a évoqué déjà les acteurs publics et privés, notamment donc pour leur implication dans le financement de la défense. Quid de la place des particuliers dans ce financement de la défense? Est-ce que ce sont des acteurs essentiels? On avait aussi parlé à d'autres reprises de la mobilisation de leur épargne. Quid aussi du livret A pour la défense? Donc, peut-être aussi une question subsidiaire sur ce thème, où en est finalement le fonds de 450 millions d'euros qui avait été évoqué lors justement de ce colloque du 20 mars. Alors sur le fonds de BPI 400, donc le fonds retail, effectivement, qui pourrait collecter à partir de 500 euros, je n'ai absolument aucune information, à part le fait de demander régulièrement à BPI quand est-ce que le fonds sort, et qu'on me repousse de temps en temps la date. La dernière que j'ai entendue, c'était octobre. Et spécialement, BPI va organiser un énorme événement européen de défense au mois d'octobre, et donc peut-être qu'il y aura une annonce à ce moment-là. En tout cas, ce qui est donc question le retail, donc les Français en eux-mêmes. Alors, c'est une catégorie. Donc, on a parlé de la dette, principalement des banques, des fonds d'investissement qui investissent l'argent d'autres fonds qui le distribuent dans les entreprises, et puis le retail. C'est vous, c'est moi, qui peuvent décider d'investir leur argent dans des fonds qui, in fine, iront dans l'industrie de défense. À mon sens, donc ça. Si les collectes, c'est aussi un test de voir est-ce que les Français vont s'intéresser à ces fonds-là, à ce secteur, est-ce qu'ils auront l'envie. Ce qui est intéressant avec le fonds BPI aussi, c'est que c'est un fonds de private equity, c'est-à-dire que les Français qui vont investir n'auront aucune garantie en capital, auront une durée, leur investissement bloqué pendant 5 ans, et investiront dans un panel d'entreprises, ou plutôt de fonds, je crois bien, diversifiés dans le secteur de la défense. Nous, c'est une thématique qu'on aborde par notre plateforme. Vous avez mentionné Souftech Invest, qui est une plateforme de financement participatif, qui nous anime aussi, qui est de dire il est temps de mobiliser les Français autour du secteur de la défense. De la même manière, donc je faisais le constat que c'est un secteur, et Régnier aussi, c'est un secteur qui était très peu connu. À mon sens, quand on parle d'investissement retail, il va falloir expliquer, apprendre, montrer, ouvrir les UDIM, parler d'industrie de défense, parce qu'il reste encore, malgré la guerre en Ukraine, il reste encore beaucoup de réticences. Alors beaucoup, il y en a toujours eu, mais il en reste de réticences à financer ce secteur. Donc la plateforme de financement participatif, qu'est-ce qu'elle permet de faire? Elle permet de se faire rencontrer des entreprises qui ont des besoins, plutôt des petites entreprises ou des startups qui ont des besoins de financement, avec des Français qui ont envie de s'engager, cette fois-ci pas s'engager avec leur temps que pour aller dans la réserve, par exemple, la réserve citoyenne, mais s'engager, une espèce de réserve financière, s'engager avec leur épargne. Donc ils peuvent le faire directement en investissant à partir de 500 euros dans les entreprises. Le financement participatif en France, c'est à peu près 2 milliards d'euros. Aujourd'hui, c'est réparti à 80% dans l'immobilier, c'est la grande passion d'investissement des Français, et le reste, basiquement, dans les ENR. Et en 2024, juin 2024, donc moi je viens de l'industrie de défense, je suis un pur produit industriel de défense, je ne suis pas du tout financier à la base. Face à ce constat il va falloir expliquer un peu ce qu'on fait aux gens, on a donc créé ça. Ce qu'il faut voir, c'est qu'avec des petits tickets, en rassemblant des citoyens sur des petits tickets, on peut mettre en place des lignes de 500 000, 600 000 euros, faire des effets de levier avec du financement public, avec du financement européen, pour atteindre des tickets de 1, 2, 3 millions qui vont permettre, eux, d'avoir un effet catalytique à 2, 3, 4, 5 ans pour aller chercher les fonds traditionnels, plusieurs millions d'euros.
Donc notre positionnement, c'est ça, c'est de faire de la communication sur le secteur, d'expliquer aux gens ce que c'est, de monter des effets de levier pour ces sociétés, pour développer l'innovation. On a eu un échange très intéressant avec Thierry qui expliquait aussi que certaines sociétés aujourd'hui qui sont donc avec des situations de trésorerie peuvent aller à la casse par manque de trésorerie de 200, 300, 400 000 euros. Alors que des carnets de commandes peuvent être pleins. Donc ça, c'est la situation réelle. Et nous, ce qu'on veut proposer aux Français, c'est de pouvoir se mobiliser directement dans le soutien de trésorerie, d'innovation de ces entreprises. Donc on a financé un premier projet qui est une start-up industrielle de Tarbes qui fait de l'impression 3D de pièces en céramique pour plein de domaines, dont le spatial, dans la défense, mais aussi le médical. On parle beaucoup du dual. Et donc avec un leader qui peut tout à fait à terme, aujourd'hui leader mondial sur une technologie qui n'existe pas et donc qui a besoin d'être soutenu. Bertrand en introduction disait qu'il voulait créer de l'action, ou je crois que c'est vous aussi, Monsieur l'Empereur, créer de l'action. On a déjà, c'est un outil en fait qui est génial, c'est un couteau suisse qui peut être utilisé pour plein d'objets. Et donc on a déjà plein d'idées avec Thierry et avec d'autres pour nous permettre, avec des petites sommes, d'aller mettre des tickets risqués pour soutenir la BITD. Donc très clairement, on ne va pas financer tous les besoins de la BITD avec le financement participatif, mais on peut intervenir dans des situations d'urgence et on peut créer une envie, une ambition, redonner de l'énergie. Et si on peut faire 10 entreprises par an avec des tickets de 500 000 euros, tous ensemble, on serait très heureux de faire ça. Parfait, merci. Peut-être une question pour dézoomer un petit peu et adopter un regard un peu plus macroscopique aussi sur ce sujet. En juin, la Banque européenne d'investissement a décidé de tripler son enveloppe dédiée aux PME et ETI de défense européenne, donc de la passer de 1 à 3 milliards d'euros. Et ça s'inscrit également dans le plan de la présidente de la Commission européenne, donc le plan ReArm Europe. Quel rôle finalement l'Europe a à jouer dans le financement de la défense et le financement de l'innovation de défense en particulier? Est-ce que certaines innovations doivent être la prérogative de l'Europe et le cas échéant, comment et selon quel timing? Alors, pour prendre un peu de hauteur, expliquer rapidement ce que nous on fait ou comment on se positionne. On se positionne un petit peu après Pierre-Élie, on finance des entreprises, ou en tout cas notre objectif est de financer des entreprises qui ont déjà en tout cas trouvé leur business model, donc pas de start-up, et qui sont en phase d'industrialisation. On a beaucoup parlé de sociétés qui vont, pas très bien, compliquées, malgré des carnets de commandes qui sont pleins. Nous aussi, on voit quand même des très belles boîtes. Voilà. Souvent très, très francs et très transparents. On voit des belles boîtes qui, en effet, vu qu'elles avaient les difficultés de financement, sont souvent rentables à des niveaux de maturité très, très early. Donc on voit quand même des très belles sociétés, et je tiens quand même à le dire. Ensuite, par rapport à l'Europe, notre terrain de jeu aussi, en effet, dans le cadre de ce qu'on vise du fonds et au niveau européen, et donc on voit aussi ce qui se fait au niveau européen, et la France a un très bel écosystème en la matière. Sur les financements européens, je pense qu'il y a des personnes qui sont experts dans la salle du sujet, donc je les laisserai s'exprimer en la matière. Néanmoins, ce que l'on voit, c'est qu'en effet, l'Europe arrive, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de sujet. Nous, on voit le FEI aussi, il y a un vrai appétit en la matière. On est en discussion avec le FEI, on les a vraiment vus changer d'échelle et changer de comportement en à peine 1 an. Les premiers contacts qu'on a eus avec eux, je suis très transparent avec vous, c'était, une méconnaissance complète des sujets de défense. Aujourd'hui, les contacts qu'on a avec eux sont extrêmement bons, ils ont appris. Alors par contre, il y a des clauses d'exclusion, en effet, qui sont de pas de létal, et donc il faut apprendre à naviguer en fonction de qui vous avez en face de vous pour faire en sorte de qu'est-ce que vous incluez dans le létal ou pas. On aimerait que ça saute, non pas qu'on veuille forcément faire du létal, mais ne pas avoir se poser des milliards de questions avant d'investir. Et donc ça change à une vitesse très forte, en tout cas à ce niveau-là, au niveau des financements, ou en tout cas européens en la matière. Pour rappel, le FEI, c'est la branche de la Banque européenne d'investissement qui investit dans les fonds d'investissement après en direct pour les, en tout cas non financiers avertis. Et donc on les voit changer. La BEI, c'est pareil. Moi, je viens d'une société avant, initialement, dans l'équipe d'investissement que nous sommes, d'Ariane Group. On peut faire beaucoup de choses avec eux. La réalité, c'est ça. Ça dépend toujours de qui vous avez en face de vous. On peut faire beaucoup de choses avec eux.
faut juste avoir les bonnes personnes. Et ensuite, sur la question des financements européens, juste un petit pavé dans la mare, il y a des sujets qu'on peut faire au niveau local français et d'autres sujets qu'on ne peut pas faire au niveau seulement franco-français. On n'a pas la marge de manœuvre, ça coûte trop cher. Si on prend toutes les briques, en tout cas, tout ce qui manque aujourd'hui au niveau de la défense française, on peut parler par exemple d'un vrai bouclier antimissile. Aujourd'hui, quand on voit le prix aujourd'hui, quand on voit les finances publiques aujourd'hui, est-ce qu'on a les moyens de mettre une telle somme d'argent? La réponse est non. Oui, on peut le faire tout seul, en effet. Mais est-ce qu'on a 50 milliards, par exemple, à mettre potentiellement, ou une somme, même 10, 15, 20, 30? On n'a pas les moyens. Et même le SCAF en fait partie. Je sais qu'il y a beaucoup de sujets par rapport à ça. On rentre dans le détail. Oui, on a la capacité industrielle de le faire seul. Oui, mais on n'a pas les moyens. Ou en tout cas, ça veut dire qu'on va se priver de beaucoup trop de choses derrière après. Et ça, c'est le vrai sujet aujourd'hui, c'est qu'on doit se mettre d'accord. Après, la question peut être avec qui et comment au niveau européen. Est-ce qu'on parle d'un échelon vraiment Union européenne ou après en bilatéral avec chaque État? Mais en tout cas, aujourd'hui, il y a des choses qui se font, il y a des technologies en France, et la question, c'est comment trouver cette considération, où là, très souvent, entre Européens, on ne parle pas de la même chose. Le terme souveraineté, c'est un terme français qui ne parle pas au niveau européen. Et donc, voilà, il y a beaucoup de choses en tout cas à faire. Je pense qu'il faut qu'on soit aussi optimiste. Il y a quand même un vrai réveil de beaucoup de pays européens. Nous, on échange beaucoup maintenant avec les Polonais, par exemple. Et les Polonais, quand on discute avec eux, si on prend un détail, parce que c'est un pays qui a quand même une importance particulière dans le contexte actuel, eux ont un objectif, pardon les anglicismes, de catch-up par rapport aux problèmes de défense qu'ils ont aujourd'hui. Et donc en disant, on s'en fiche aujourd'hui de quel état c'est, on veut acheter parce qu'on a un problème de capacité, on achète ce qui est disponible maintenant. Nationalité est secondaire. Par contre, dans le deuxième temps, ils sont ouverts en disant des partenariats, et ils tendent la main aux Français. Et c'est aux Français aussi de faire un partenariat qui soit, cohérent et qui aussi leur permette de faire des choses sur place. Merci beaucoup. Peut-être une dernière question avant de passer au mot de la fin et puis éventuellement des questions du public. Sur les partenariats publics-privés et les synergies qui sont engagées. La DGA reste assez proche de BPI France pour engager des dualisés d'investissement avec des prêts garantis et des injections en fonds propres qui permettent notamment de dérisquer les entreprises, leur permettant d'avoir accès à du financement privé par la suite, après une première injection de financement public. Est-ce qu'on peut imaginer aller encore plus loin dans la pérennisation de ces partenariats publics-privés et de ces synergies entre public et privé? Peut-être pour qui veut bien répondre. Il vous reste 3 minutes, juste okay. Voilà. Rapidement, je pense que partenariat public-privé, ça dépend de ce qu'on entend. Le privé n'est jamais réellement contre. Après, il faut que ça réponde côté public. Et puis la question dans l'instabilité actuelle politique, bon courage. Voilà, c'est que ça sera potentiellement dans quelques temps. En tout cas, je ne vois pas les choses évoluer de manière importante. Un petit rappel, et j'en profite aussi. Quand on a commencé à parler avec BPI, Caisse des dépôts et consignations et consorts, il y a à peu près un an et demi par rapport au sujet de défense, on nous disait mais il n'y a pas de sujet de défense, il n'y a pas de problème de financement. Donc on part de très très loin, c'est en train de bouger, et il y a toujours une position. On n'a pas de fonds souverain en France, et la BPI et la Caisse des dépôts et consignations, qui devrait être ce fonds souverain de la France, ne l'est pas, et se réfugie derrière en disant d'avoir un bilan à protéger, et donc en disant je garde ma latitude d'investissement par rapport à ça. Et donc le seul qui l'a réellement de fonds souverains, c'est le SGPI, mais que les enveloppes sont relativement petites et qui, à chaque fois qu'il y a des questions budgétaires, sont taillées dans les différents budgets. On pourra rajouter également que les partenariats public-privé concernent les champions, c'est-à-dire les entreprises qui sont capables de se valoriser, qui ont une vraie capacité de valorisation. Parce qu'en fait, c'est une question essentiellement de rapport de force, voire même de rapport d'échange dans certains cas. Et donc, il est important, je pense que pour les entreprises qui veulent vraiment se développer, ces partenariats peuvent être intéressants, mais à considérer avec précaution. Sachant que l'importance pour nos boîtes, c'est l'importance de la valorisation. Donc il faut faire particulièrement attention, notamment aux problématiques, on parlait de la Pologne et de l'Allemagne, les problématiques de sourcing et de sourcing de produits qui sont contaminés ITAR. Donc avec un risque effectivement d'application de lois extraterritoriales américaines, et avec une difficulté à l'export. Il faut savoir que nos entreprises sont très exportatrices
et que le fait de se retrouver avec des éléments qui sont itarisés pourrait leur couper l'herbe sous le pied. Donc il faut être extrêmement prudent avec tout ça. C'est des notions difficiles à appréhender. Alors, au sein du cluster Eden, on est assez avisé par rapport à ça, d'où l'intérêt du groupement des entreprises. Elles se regroupent, elles sont plus fortes, et donc elles sont capables d'appréhender tous ces éléments avec efficacité. Et juste sur un petit mot sur donc le partenariat public-privé dans le financement, juste un point, à mon sens, qu'il faut garder en tête. Le général avait parlé de subsidiarité entre l'échelon national et l'échelon européen. Je pense qu'il faut quand même garder aussi en tête le concept de subsidiarité avec le soutien public. On a quand même une sphère publique, vous allez me dire naturellement, dans le secteur de la défense qui est ultra présente. Direction générale de l'armement, Agence Innovation de Défense, BPI en tête. Faisons très attention, et on le voit quand même un petit peu dans les dossiers de jeunes entreprises que l'on a, qui est de ne pas tout soumettre à la décision de la DGA et de la BPI. Et moi, on a beaucoup de dossiers de financement bancaire ou pas nécessairement bancaire, où la première question qui est posée, c'est que dit BPI, que dit la DGA ? Et même si les gens de la BPI et de la DGA sont très compétents, ils ne sont pas omniscients. Donc faisons très attention à avoir une DGA et une BPI qui agissent en subsidiarité d'un monde privé dans le financement qui est à complètement créé pour le soutien du secteur de la défense. Très bien. Merci beaucoup à vous trois. Donc notre table ronde touche à sa fin. Peut-être, je ne sais pas si on a le temps pour une question du public. Je vous invite à garder votre question pour la prochaine pause qui ne va pas tarder, vous inquiétez pas. Très bien. Mais voilà, on arrive à l'échange. Merci beaucoup d'avoir respecté le temps. On peut les applaudir. Merci Jeanne. Merci Régnier. Merci Pierre-Élie. Merci Thierry.